Sur les hauteurs de la vallée de la Cisse, en Loir-et-Cher, dominant la forêt de Blois, se cache un lieu empreint de poésie et de calme. Havre de paix qui attise la curiosité de quelques promeneurs avisés. Le jardin extraordinaire du prieuré d'Orchez. Situé sur le point le plus culminant de la région et jouissant d'une vue imprenable sur la vallée, ce site, occupé dès la préhistoire, fut le témoin de batailles contre les Anglais durant la guerre de Cent Ans. À partir du Moyen Âge, des moines dépendant de l'abbaye de Marmoutier, située à Tours, s'y installèrent. C'est vers 1060 qu'un édit royal autorise la construction du premier prieuré et de l'église, dont il reste encore aujourd'hui le superbe clocher roman. Dans les années 60, le jardin ne représentait rien d'intéressant, en dehors d'une allée de tilleuls et d'un majestueux cèdre du Liban presque bicentenaire. C'est à cette époque qu'Hubert et Colette Treuil, qui venaient d'acquérir la demeure, commencèrent à introduire dans le parc de jeunes plants obtenus par M. Treuil lors de ses nombreux voyages. Vers l'âge de 50 ans, je me suis dit que j'irais un petit peu plus loin que de visiter les jardins botaniques et que j'allais moi-même tâcher de créer un jardin dont je puisse profiter avant ma mort, c'est-à-dire qu'il y ait le temps de pousser d'ici là. Et lorsque nous sommes arrivés ici, la maison était le prieuré était en fort mauvais état, assez moisi, et le terrain était absolument vide. De fait, du temps des moines et jusque du temps d'Anoto, c'est-à-dire jusqu'à la dernière guerre, c'était des vignes ou du pré. Et puis il y avait un potager avec un certain nombre de très vieux arbres fruitiers. Le reste était nu. Alors ce que j'ai commencé par faire, c'est un drainage assez profond devant tous les bâtiments pour assainir le sol. Et j'ai profité de cet assainissement pour envoyer l'eau dans un bassin et qui est un des deux bassins de la propriété. Et ensuite, j'ai commencé par ne rien planter pendant un an et par bien observer les vents, la direction des vents principaux, le climat, la direction du midi bien entendu, et également le sol qui est du reste très mauvais. Nous ne sommes plus en Beauce et nous sommes sur le début des pentes qui conduisent à la Cisse. Par conséquent, il y a à peu près 30 cm ou 35 cm de terre à peu près végétale et en dessous il y a de l'argile à silex. Alors au bout d'une année, j'ai vu à peu près ce que je voulais faire. D'abord j'ai dressé un plan général de la propriété et puis ensuite j'ai décidé que j'organiserais d'une façon plutôt à la française la partie du jardin que vous avez devant vous et qui est proche des bâtiments pour être en harmonie avec l'architecture, et au contraire j'ai décidé de planter plus à l'anglaise ou dans le style paysager comme on dit le reste de la propriété. Également, je me suis intéressé, je n'ai pas classé les plantes d'une façon géographique ni botanique. J'ai essayé essentiellement de faire des assemblages harmonieux de formes, de couleurs et de masses de plantes. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'art, je fais moi-même des dessins, de la sculpture, etc. Et par conséquent, c'est l'aspect qui m'intéressait le plus, plutôt que l'aspect botanique, bien que la botanique soit devenue un sous-produit du travail que j'ai fait. Dans ce jardin, Monsieur et Madame Treuil n'ont jamais cherché à dompter la nature, mais se sont efforcés de la rapprocher d'eux pour être en harmonie avec elle. Ainsi, cet espace, véritable recréation, repose-t-il tout entier sur un procédé qui consiste à faire cohabiter des éléments naturels et d'horizons différents pour ainsi constituer une nouvelle écriture du paysage.
j'ai choisi les plantes en fonction de leur beauté, de leur rareté, de leur forme, de la beauté pas seulement des fleurs, mais des feuillages, des écorces, des couleurs d'automne qui ici sont magnifiques, et des fruits décoratifs qui très souvent restent accrochés l'hiver et par conséquent constituent un ornement en hiver où il n'y a plus de feuilles et plus beaucoup de choses. Et il existe enfin, à titre individuel, quelques plantes très rares qui ne sont pas représentées en beaucoup de variétés de leur famille, mais qui sont belles ou intéressantes et qui font que ce jardin botanique est d'un assez grand intérêt, semble-t-il, pour les botanistes qui viennent le visiter. Je vais vous citer les principales familles bien représentées. Il y a d'abord, ça vous les voyez aujourd'hui, les pivoines qui sont à leur maximum. Alors là, il existe dans le jardin, je crois, 100 ou 120 espèces de pivoines différentes, à peu près la moitié herbacée et la moitié arbustive. Les unes botaniques, c'est-à-dire des pivoines sauvages simplement rapportées dans le jardin des différents pays du monde, et d'autre part des hybrides. Autrefois, la France était un des producteurs premiers d'hybrides au début du siècle. Ceci s'est un peu perdu et maintenant ce sont les Américains, les Anglais, les Belges, mais également de nouveau un peu les Français qui font de nouveaux hybrides. Alors ceci, c'est la pivoine de l'Avaïe. C'est une pivoine botanique, c'est-à-dire une pivoine qu'on a trouvée dans la nature. Et si je tiens à vous la montrer, ce n'est pas à cause de la taille de ces fleurs qui est toute petite, mais parce qu'elles sont d'un rouge presque noir. C'est la plus sombre de toutes les pivoines arbustives de notre collection. Alors voilà une de mes plus belles pivoines, si on peut parler de la plus belle. Elle s'appelle Rock Variety et je crois me souvenir qu'elle a été découverte par un botaniste dans le jardin d'un monastère tibétain où il y en avait une qu'il a ensuite reproduit par greffe et qui, il y a quelques années, était tout à fait rare et maintenant qu'on peut trouver chez des pépiniéristes spécialisés. Comme vous voyez, elle est d'un blanc pur magnifique, très grande, avec des taches rouges presque noires au centre. Elle est magnifique. Alors cette pivoine, une des pivoines herbacées, s'appelle Gay Paris. Comme le nom l'indique, c'est une pivoine qui a été hybridisée aux États-Unis et dont la couleur, je dirais, s'apparente du plus près à la couleur que nous définissions quand j'étais étudiant comme couleur de cuisse de nymphe émue. Là, vous êtes devant un arbre qui s'appelle Davidien volucrata et communément en français l'arbre au mouchoir. Son nom s'explique facilement. Vous voyez les sépales, ce ne sont pas des pétales, les sépales blancs qui pendent comme des mouchoirs de tout l'arbre. C'est un arbre très peu fréquent en France et qui fleurit pendant un court moment. Et il s'appelle Davidien volucrata car il a été découvert en Chine du centre-sud par un missionnaire français qui s'appelait le Père David au XIXe siècle. Alors, ceci est un Cornus nutali. Dans le monde, il y a 4 grandes familles de Cornus. Les Cornus mas qui sont européens,
les Cornus florida qui sont de l'est des États-Unis, qu'on appelle dogwood aux États-Unis, vous en verrez tout à l'heure. Et puis vous avez les Cornus causa qui sont d'Asie, et vous avez les Cornus nutali qui sont de Floride. Celui-là est un Cornus nutali d'une variété particulière qui s'appelle White Wonder, et qui donne ces magnifiques ensembles blancs. Je dis ensemble parce que ce ne sont pas des pétales que vous voyez, ce sont des sépales, comme dans l'arbre mouchoir. Ce sont des feuilles transformées qui sont à la base des fleurs. Les fleurs sont cette petite boule insignifiante de petites fleurs serrées que vous voyez au milieu de ces 4 sépales. Et le Cornus nutali est un arbre assez rare en Europe, qui n'a pas été introduit il y a beaucoup d'années et qui donne des floraisons tout à fait magnifiques. Ceci est un cornus qui s'appelle Cornus rainbow parce qu'il fleurit convenablement, vous voyez, comme tous les Cornus florida, c'en est un, qui s'appelle dogwood aux États-Unis. Il a des fleurs d'importance moyenne, blanches avec des petites taches roses, mais là où il est remarquable, c'est en automne, les feuilles deviennent beaucoup plus grosses et elles sont tricolores, elles sont un mélange d'orange, de rouge et de vert. Et à l'automne, cet arbre est absolument éblouissant. C'est un des plus beaux à l'automne de tout le jardin. J'ajoute que ce jardin, pour moi, c'est à l'automne qu'il est probablement le plus beau. Et j'ai beaucoup choisi les espèces de plantes en fonction des couleurs d'automne. Ici, dans une partie du parc qui est exposée en plein midi, donc où j'ai réuni des plantes qui ont besoin de soleil et de chaleur. Et ce que vous regardez en ce moment, c'est un mûrier pleureur, Morus nigra est son nom botanique, qui a une forme particulièrement légère et qui donne, comme tous les mûriers, des fruits très légèrement sucrés, d'un intérêt pas très grand. Et ce sont les mûriers de cette espèce et d'une autre qui s'appelle Kagame, qui servent en Extrême-Orient à nourrir les vers à soie. Et alors à gauche, vous avez une espèce de petit bois, de petit bosquet, je dirais, de bouleaux de différentes espèces et qui, dans l'ensemble, viennent de différentes régions de l'Himalaya. Notamment, le plus proche de vous, qui a ce tronc merveilleusement blanc, s'appelle Betula utilis ou jacquemontii, suivant la zone de l'Himalaya d'où il vient. Et il a un tronc d'un blanc lisse éclatant. Et quand il pèle, ce qui n'est pas le cas juste en ce moment, par-dessous, il est d'un beige, d'une très pâle beige rosé, d'une tendresse ravissante. Mais là, il est blanc comme la craie. Voyons l'Acer griseum, c'est un acer chinois dont l'intérêt est double. D'une part, regardez, vous avez une écorce qui s'exfolie et qui, d'une façon très amusante et très pittoresque, c'est tout à fait particulier cet arbre-là, c'est pour cela qu'il est connu. Et puis par ailleurs, vous ne le voyez pas aujourd'hui, mais ces feuilles qui vont un petit peu s'agrandir vont devenir d'une couleur merveilleuse, d'un orangé très doux. Et pour montrer que les livres botaniques ne sont pas toujours très exacts, il est recommandé pour cet arbuste de le mettre dans un endroit un peu ombreux, mais là il est en plein soleil et au midi et il pousse admirablement, lentement d'ailleurs. Vous vous trouvez devant un autre spécimen de Prunus cerula, moins vieux mais plus branché, plus branchu plus exactement que le précédent. Cet arbre n'est pas intéressant par sa floraison qui est insignifiante, mais par la beauté exceptionnelle de son tronc, qui, comme vous le voyez, ressemble à de l'acajou récemment verni. Et pour profiter de ce que c'est le tronc, la chose intéressante, lorsque je l'ai planté, il avait 50 cm de haut, je l'ai coupé à 4 ou 5 cm du sol, ce qui lui a fait faire toute une série de branches, ça a multiplié les branches et que j'ai d'ailleurs nettoyé au fur et à mesure qu'elles montaient, de telle sorte que j'ai une sorte de bouquet d'acajou verni que vous regardez en ce moment. Et j'ai utilisé d'ailleurs à certaines saisons des écorces que j'ai détachées pour faire la reliure d'un livre.
en le collant avec de la résine vinylique. Ça fait un effet absolument superbe et certainement inhabituel. C'est un arbre, tenez, regardez ça. C'est un arbre qu'on aime caresser autant que regarder. Moi, je fais beaucoup de photos à contre-jour parce que je trouve que souvent, à contre-jour, les feuilles prennent une couleur resplendissante de vitrail qui sont très très belles. Esculus hippocastrum laciniatum, ce qui veut dire en bon français un marronnier lacinier, c'est-à-dire à feuilles très découpées, et qui est à feuilles tellement découpées qu'il n'y a que des petits morceaux de feuilles le long de la tige, et que quand ma femme la première fois l'a vu quand j'étais plus petit, elle est revenue affolée en me disant « il y a une chenille qui a mangé un arbre ». Eh bien non, c'est son espèce. Vous voyez, c'est vraiment curieux. La partie feuille, le limbe, pousse, on dirait au hasard, très découpé, à un endroit ou à l'autre. On se demande pourquoi. C'est totalement irrégulier et c'est ça la curiosité de cette variation botanique. Vous regardez là, c'est un Sorbus cuspidata. Pour moi, c'est probablement un des tout plus magnifiques sorbus de toute la collection. Pour différentes raisons. D'abord, vous voyez que les feuilles sont extrêmement découpées, des palmes extrêmement dégoûtées avec un tas de petits éléments le long de la tige. Deuxièmement, la floraison n'est pas négligeable avec ses touffes de fleurs blanches. Troisièmement, il donne des fruits rouges qui restent longtemps accrochés à l'automne. Et quatrièmement, il a des couleurs particulièrement magnifiques, orange vif à l'automne. Sorbus cuspidata. J'ai peut-être dans le jardin une vingtaine d'espèces de Sorbus. Je crois que je vous ai dit au début que c'est une famille que j'aimais beaucoup à cause de ses couleurs d'automne, à cause de ses fruits. Eh bien voilà un des plus beaux exemples. Alors, voici un jeune Pinus strobus contorta. Le Pinus strobus est un pin d'Amérique du Nord à 5 aiguilles. Vous savez peut-être qu'il existe 3 grandes familles de pins, des pins à 2 aiguilles, à 3 aiguilles et à 5 aiguilles. C'est-à-dire qu'il y a un petit gousset d'où sortent un certain nombre d'aiguilles variables, 2, 3 ou 5. Et les pins européens sont en général à 2 aiguilles. Et les pins de l'Himalaya, et puis ce Pinus strobus d'Amérique du Nord est un pin à 5 aiguilles. Les pins à 5 aiguilles ont des aiguilles plus fines puisqu'il sort 5 petites aiguilles de chaque gousse. Et celui-là est une variété botanique curieuse et dont les aiguilles sont frisées, comme le pelage d'un mouton. Enfin, en tous les cas, c'est une chose très curieuse. Je l'ai vu pour la première fois dans le merveilleux jardin botanique d'Édimbourg en Écosse. Et je n'ai eu de cesse d'en trouver un que voici. Alors là, vous regardez une plante assez curieuse qui est un prêle. Vous savez qu'en France, chaque fois qu'il y a un peu d'humidité ou le long des mares, vous avez des espèces de choses chevelues un petit peu raides qui sont des prêles. Et les prêles sont une plante qui existait déjà à l'ère secondaire, mais à cette époque, il y en avait qui atteignaient plusieurs mètres de haut, c'était presque des arbres. Alors celui-là, c'est le prêle le plus grand du monde. Il a un nom très extraordinaire, il s'appelle Equisetum catchacamense, parce que je crois qu'il vient du Catchamka. En tous les cas, on en trouve
au Japon et on en trouve dans l'est de la Chine. Et cette plante très primitive, donc sur le plan botanique, ne pousse ni dans l'eau ni loin de l'eau. Elle pousse rigoureusement au bord de l'eau et les pieds hors de l'eau et les racines probablement dedans. Et elle a une caractéristique particulière, c'est que c'est peut-être la plante ou une des plantes qui contient le plus de silice dans sa structure, des microcristaux de silice. Et les Japonais faisaient sécher ces prêles, les broyaient un petit peu, ce qui leur donnait une poussière abrasive avec des grains de silice microscopiques avec lesquels ils polissaient les lacs. Ce sont des éléments qui se suivent les uns les autres et finement striés, on dirait presque un objet artificiel. C'est très joli, très régulier et c'est de plus en plus serré comme anneau en allant vers la pointe. Et si vous tirez dessus, chaque élément se désemboîte, vous voyez. Vous voyez, on a l'impression que c'est une canne à pêche dont on aurait enfoncé les éléments pour faire la canne tout entière, vous voyez. Alors on pourrait la reconstituer, évidemment. Évidemment, les canaux de la sève ne se reproduiraient pas, mais vous voyez, ensuite on peut la rentrer comme une canne à pêche. Ah ben là, j'ai dû me tromper de diamètre. Je ne sais pas où va celle-là. Enfin, en tous les cas, voilà, vous voyez, j'ai reconstitué. Et puis je peux le défaire de nouveau. Tac, tac. Et voilà. Ce que vous regardez en ce moment, et ce que vous sentez d'ailleurs, parce que son parfum est très fort et très entêtant et délicieux, c'est un Philadelphus, c'est son nom botanique, et c'est un seringa. Celui-là s'appelle Conquête, c'est une variété particulière qui a des pétales, vous le voyez, particulièrement longs et qui fait des beaux arcs qui se courbent et se secouent dans le vent. J'ai plusieurs variétés de Philadelphus dans le jardin. Celui-là est un des plus légers, j'en ai qui sentent encore plus fort, avec des pétales plus larges. Enfin, c'est un des arbustes qui fleurit en blanc et qui est le plus élégant, à mon avis, et le plus léger. Cette variété, dont les jeunes branches sont d'un jaune aussi éclatant, s'appelle Sunburst, c'est-à-dire éclatement de soleil. Et il y a un nom vulgaire que les Français qui avaient colonisé l'Amérique lui avaient donné, c'est Févier d'Amérique. Et alors il en existe cette variété jaune éclatante et puis une autre variété qui s'appelle Rubilaes, qui est là un peu plus loin derrière et dont les feuilles vertes actuellement vont devenir couleur bronze et rester couleur bronze tout l'été, d'une couleur qui n'existe qu'à l'état unique et sur cette variété-là. Il y a une très grande quantité de viburnum, qui est une famille très diverse et très nombreuse. Peut-être que j'en ai 30 ou 35, je ne sais pas combien. En tous les cas, celui-là appartient à la famille des Viburnum plicatum et c'est une variété qui s'appelle Shasta et qui est une variété qui a été développée aux États-Unis et qui, comme tous les Viburnum plicatum, fleurit par étage et a des fleurs particulièrement grandes et particulièrement blanches. J'ai mis toutes sortes de plantes. D'abord, beaucoup de bruyères, des bruyères qui m'ont été données par un grand spécialiste qui est venu me demander des boutures de pivoine et qui, en échange et très gentiment, m'a donné des quantités de bruyères dont je ne savais que faire. Alors il a fallu que je crée un massif pour elle. Et puis alors j'ai mis, comme vous voyez, beaucoup d'autres plantes, dont des rhododendrons nains, pour la plupart d'une famille qui s'appelle Yakushimanum.
et qui sont très florifères, ne poussent pas très haut, font des boules très fleuries et qui peuvent être cultivés au soleil plus facilement que les autres rhododendrons qui ont besoin d'une demi-ombre. Et ils sont cultivés au soleil d'autant plus facilement qu'on les arrose régulièrement. Alors là, j'ai installé un système d'arrosage automatique qui arrose simplement 10 minutes le matin et 10 minutes le soir. Ça suffit. Non seulement on arrose le sol, mais on crée un brouillard qui est très très favorable à la pousse des plantes. Par conséquent, vous voyez, ces rhododendrons qui sont en plein soleil toute la journée sont magnifiques, poussent très très bien. Et quant à la bruyère, elle est en train de gagner. C'est un massif que j'ai besoin de nettoyer régulièrement, mais de moins en moins, puisque les bonnes plantes sont en train de couvrir le sol. Et puis là, vous avez 2 Eremurus, ce sont des plantes superbes qui donnent cette colonne de fleurs assez haut au-dessus du sol. Vous en avez de différents pays du monde. Je crois que celle-là est une variété qui vient de l'Himalaya, je ne me souviens pas très bien. Alors je vais vous faire admirer ce pin que personnellement je trouve magnifique à cause de la longueur de ses aiguilles et à cause de la longueur de ses pousses de printemps qui poussent comme des cierges roses comme vous le voyez devant nous. Il s'appelle Pinus coulteri et je le trouve particulièrement sculptural. Il a, comme beaucoup de plantes d'ailleurs, mis très longtemps à pousser et à prendre de la force. Et puis depuis 1 an ou 2, il se met à pousser très fortement. Probablement qu'il deviendra assez grand. Mais là, je le trouve un buisson particulièrement spectaculaire. J'espère que vous êtes de mon avis. Un trait original frappe le visiteur qui découvre pour la première fois ce jardin. C'est la façon dont celui-ci se réapproprie la réalité naturelle, avec ses contrastes, ses couleurs, ses parfums et sa perfection dissimulée. Et chacun peut ressentir en flânant dans ce microcosme de la nature un dialogue constant, insaisissable et familier, fait de simplicité, d'humilité, de désordre, de poésie et de rêve.